Amis de Sirop, bonjour. Bon, en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, en particulier aussi beaucoup de travail pro. Et alors, normalement, je suis censé toujours travailler sur ma commande de laser CNC, mais il n'est pas tout à fait fini. Et bon, là, je voulais quand même faire une vidéo, mais une vidéo qui nécessite pas trop de préparation. Mais avant de vous montrer cette vidéo, je voudrais faire une petite annonce. Euh, j'ai déjà fait deux, trois fois sur le groupe Facebook des lives qui permettent, en gros, à un moment donné, d'échanger avec des auditeurs, de répondre éventuellement à des questions, à des remarques, à des suggestions. Et c'est toujours des moments assez conviviaux et que je trouve plutôt sympas. J'arrivais pas à le faire avant sur YouTube pour des raisons techniques, mais là, j'ai fait un essai avec mon téléphone. Ça a l'air de très bien marcher. Et donc, je me suis dit, tiens, bah voilà, je l'ai fait sur Facebook, donc maintenant, bah voilà, je peux le faire, on va essayer de le faire sur YouTube. Alors, voilà, donc je vous annonce que le 2 décembre, c'est samedi, à 21h, je ferai donc une petite vidéo live comme ça. Et l'idée, c'est que ça vous permet de poser éventuellement par chat des questions, de faire des remarques, des suggestions, enfin tout ce que vous voulez. Et je pense que ça peut être un moment assez sympa. Alors par contre, alors vous pouvez bien sûr préparer des questions, des sujets, enfin moi je suis ouvert à tout. Il y a quand même un truc auquel il faut faire attention, il faut poser des questions relativement enfin, précises et surtout qui nécessitent pas des réponses trop longues. Une question du style explique-moi comment marche un transistor. C'est évident que dans un live, je peux pas faire comme ça un cours et puis comprendre un transistor. C'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça rapidement. Donc voilà, essayez d'avoir des questions plutôt précises. De toute façon, je pourrais pas répondre en approfondissant trop. Surtout que si je le fais, bah, je monopoliserai tout le truc et puis je répondrai pas à tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est plutôt d'avoir des échanges, mais voilà, avec des choses qui nécessitent pas des développements trop forts. Donc voilà, j'espère que ça sera une expérience aussi sympa que ce qui a jusqu'à présent été fait sur Facebook. Et j'espère que vous serez nombreux à venir discuter avec moi le 2 décembre. Et puis Maurice, bien sûr. Ce soir, je vais vous présenter un petit kit. C'est un petit peu une vidéo un petit peu pour les débutants. Et c'est un internaute qui m'a demandé d'essayer d'expliquer un petit peu comment il fonctionnait, parce qu'il comprenait pas du tout comment ça marchait. Donc, c'est un petit kit de détecteur de métal, qui est vraiment d'une simplicité, on va dire, biblique, et qui coûte vraiment pas cher, parce que pour compris, vous voyez, il est à 1,60 €, donc c'est pas quelque chose de ruineux. Et on le voit ici. Alors ce kit, déjà, il faut le monter. Donc j'ai filmé rapidement, ça va très vite à monter, mais j'ai filmé rapidement le montage, donc on peut déjà regarder ça ensemble. Pour monter ce kit, se présente comme ça, sous forme d'un petit sachet, c'est vraiment très très simple. Donc on peut voir qu'il y a le circuit ici imprimé. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans ce circuit imprimé, c'est que les deux bobines de montage sont directement ce qu'on appelle des bobinages imprimés. On voit que c'est des pistes en fait qui font ces bobines. Et ils ont utilisé le fait que ça soit un circuit double face pour faire les deux bobines en fait couplées l'une avec l'autre. Donc là voilà, c'est relativement ici astucieux. Et nous avons donc là ici l'implémentation des composants et de leur valeur. Donc les composants après sont dans ce sachet ici. Voilà. Et bon, on voit, il y en a très peu, donc le montage est vraiment d'une extrême simplicité. Il y a deux résistances. Donc la valeur ici se fait en lisant les anneaux de couleur. Donc là, on voit qu'il y a une 220K et une 2,7, si je vois bien, ou 2,2. Ici, donc, on a les différents condensateurs. Donc un chimique, 3 transistors, voilà, et ici donc ce buzzer qui a ici en fait cette protection donc qu'on peut enlever, normalement c'est pour protéger ici du lavage. Alors quand on monte un kit comme ça, je rappelle que l'idée c'est de commencer déjà à mettre les composants les plus bas, donc ici on va commencer par les deux résistances. Donc voilà, le montage ici est complètement terminé. Et pour une fois, je ne le bricole pas, je le monte, je veux dire, voilà, avec les composants, je ne fais aucune modif, rien du tout. Et donc ici, on va commencer maintenant à le tester. Alors pour ça, on peut partir ici le réglage au milieu.
Hein, sachant que ce réglage ici, il va régler quoi? Ben, il va régler la sensibilité. Il va falloir le régler à la limite du déclenchement du buzzer et quand il y aura une pièce métallique qui sonnera. Alors maintenant, on va pouvoir alimenter le biniou. Hop, ça s'alimente, ils disent entre 3 et 5 volts. Bon, allez, on va alimenter déjà comme des piles, voilà, en 3 volts. Donc, le fil rouge sur le bouton rouge, voilà, et là on voit que ça sonne. Donc maintenant, je vais essayer de le régler ici. Voilà, pour arrêter, hein, on le voit ici, le bip. Si je remonte ici, voilà, on voit qu'il y a une sorte de plage ici. Et maintenant, voilà, on peut bien voir que ça fonctionne bien, que quand il y a une masse métallique qui apparaît ici dans le champ, ça déclenche le système. Alors bon, il ne faut pas s'attendre à une sensibilité extraordinaire, hein, voilà, on voit qu'il faut quand même être très très près pour que ça marche. Alors normalement, il faut le régler vraiment limite. Ici, voilà, il faut essayer vraiment de trouver le point. Voilà, un petit peu comme ça. Mais bon, là, c'est pareil, il va trop se déclencher. Donc le réglage n'est pas évident. Il faut vraiment le régler. Hein, voilà, jusqu'à temps qu'il sonne. Revenir un tout petit peu en arrière, voilà. Et c'est là qu'il est à cette sensibilité maximum. Bon, c'est vraiment un gadget, hein. Ils disent que ça peut servir à chercher des trésors et tout. C'est un peu du foutage de gueule. Ça trouvera des trésors vraiment à condition d'avoir le nez dessus. Alors, on voit que ce truc-là, qui est déjà une masse relativement importante, il faut vraiment que ça soit collé dessus pour que ça marche. Donc honnêtement, c'est plus on va dire un gadget quelque part, ce truc, que réellement un détecteur de métal précis et utilisable. Mais enfin bon, voilà, on voit que ça fonctionne quand même. Alors maintenant, justement, on va regarder un petit peu d'un petit peu plus près le schéma et voir comment ce truc-là fonctionne. Alors allons-y. Alors maintenant, justement, comment il fonctionne? Donc on a ici la chance d'avoir le schéma hein, qu'on peut voir ici. Alors, comme on voit, il est composé donc de 3 transistors. Alors, c'est quoi le principe hein? Il y a beaucoup de détecteurs de métaux. Hein, il y a plein de façons de faire des détecteurs de métaux qui peuvent aller de quelque chose de très simple à très compliqué avec compensation de l'effet de sol, discrimination et tout, et tout, et tout. Là, c'est vraiment quelque chose de très simple et qui est même, je veux dire, relativement tout ou rien. Souvent, les détecteurs de métaux, ils sont basés sur le fait que on va avoir un oscillateur fixe et un dont la fréquence dépend d'une bobine qui, perturbée par la présence d'un objet métallique, une fréquence qui varie, on mélange les deux et voilà, on écoute le battement de fréquence entre les deux. Mais celui-là, il marche pas du tout comme ça. L'idée ici, en fait, c'est plutôt un détecteur qui va détecter le fait qu'un oscillateur décroche quelque part en présence d'objets métalliques. En fait, euh, ce genre de schéma hein, qu'on va voir ici, on le retrouve d'habitude plutôt dans les détecteurs de proximité. Hein, ça existe, hein, des tas de trucs qu'on utilise même beaucoup dans l'industrie, hein, qui sont des sortes de comme un peu des micro-switch, hein, mais pour détecter la présence de quelque chose métallique. Donc l'idée à la base c'est quoi hein? Il y a le transistor Q1 ici, il fonctionne en oscillateur, hein, un oscillateur très classique en fait. Hein, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des oscillateurs, mais enfin voilà, il y a ici cette bobine là qui est couplée magnétiquement avec celle-ci. Et c'est, enfin, comme beaucoup d'oscillateurs, on réinjecte une partie du signal de sortie sur l'entrée. Et quand c'est bien réglé, polarisé correctement, et voilà, il y a les conditions ici pour que ça oscille. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc la résistance ici qui est là, c'est la polarisation du transistor. Bon, c'est quelque chose de très pas bon hein, de polariser un transistor comme ça. Ça sera pas stable selon la tension, ça sera pas stable selon la température. Encore une fois, ce truc-là, c'est pas un truc pro, hein, c'est pour s'amuser. Et justement, la résistance variable ici dans l'émetteur va permettre de trouver en gros l'endroit de la polarisation où le biniou va à peu près osciller. Donc voilà ici ce truc-là. Le condensateur ici il ne sert qu'à couper la composante continue, hein, sinon en continu, on voit que la bobine ici court-circuiterait la résistance. Et ici, on a un circuit oscillant LC classique, hein, avec ce condensateur ici en parallèle, là, avec la bobine. Donc voilà, ça c'est l'oscillateur. Et l'idée, en fait, c'est que ce système-là, en gros, il va détecter l'absence d'oscillation.
Alors comment ça marche, hein? Quand ici l'oscillateur oscille, hein, le système ici c'est un circuit bouchon, hein, c'est-à-dire qu'il a une impédance ici qui est très élevée, ce qui fait que le potentiel ici sur la base a tendance à être très bas, et comme ici le potentiel est bas, bah, le transistor qui est ici il est saturé, et étant saturé, bah, il bloque ici celui-ci, hein, il court-circuite on va dire la base et l'émetteur de ce transistor-là, ce qui fait que le buzzer ne fonctionne pas. Si à un moment donné l'oscillation arrête, ici, donc là, l'impédance, elle devient beaucoup plus faible, hein, à mesure où, à la limite, ça devient plus ici qu'un bout de fil. À ce moment-là, ça bloque ici le transistor, et bah, c'est comme s'il n'était plus là. À ce moment-là, ça fait passer ici un courant dans la base de celui-là, et toc, hein, le potentiel ici devient plus négatif que l'alimentation moins 0,6 volts, et ça déclenche le speaker. Alors, comment on va voir, hein, c'est pas très franc des fois l'arrêt ou la marche de l'oscillateur. Les deux condensateurs ici servent à essayer d'éviter que ça fasse trop de parasites au moment où ça met. Enfin, voilà, le principe c'est ça en fait. Et alors pourquoi ça détecte le métal? Bah, parce que le couplage ici entre les bobines est tel que si à un moment donné on met du métal entre les deux, bah, il va absorber de l'énergie de l'oscillateur et en absorber tellement que bah, il pourra plus aussi osciller. C'est-à-dire que l'énergie qui va être ici dans la bobine bah, va être, on va dire, pompée, absorbée par le métal et bah, il n'y en aura pas assez remis ici sur la base pour que le système oscille correctement. Donc le problème de ce truc-là, hein, comme on l'a vu, c'est que c'est absolument pas sensible du tout. Il faut vraiment que le métal soit très très proche pour marcher. Donc c'est plus un détecteur de proximité très proche que réellement un truc qui permettrait de trouver des trésors. Faut être honnête. Enfin donc voilà comment ça fonctionne. Donc maintenant on va pouvoir regarder justement un petit peu avec l'oscilloscope en pratique bah, les signaux que je vous ai décrits ici. Bon, on va regarder très rapidement les signaux. Donc voilà, ici j'ai mis une sonde pour info sur le collecteur de Q1 et sur le collecteur de Q2. Donc sur le collecteur de Q1, on peut voir que en l'absence de partie métallique, le système oscille à une fréquence de l'ordre de 375 kHz et que le Q2 ici il est quasiment saturé, ce qui fait que sur son collecteur, la tension ici est maximum, ce qui bloque ici le buzzer. Si j'approche une masse métallique, voilà, comme on voit plusieurs choses, d'abord ça commence à perturber l'oscillateur jusqu'à l'arrêter complètement. Et on voit bien ici, hein, si vous regardez bien ici la trace verte, que le fait de faire ça, eh ben, ça baisse l'amplitude au niveau de Q2 et qu'à la fin, bah voilà, c'est ça qui fait passer, en fait, enfin, qui déclenche le transistor final Q3 et fait ici sonner le buzzer. Hein, voilà. Donc on voit bien ici, avec l'oscilloscope, comment le système fonctionne. En gros, on peut le voir autrement, on peut voir que c'est un système qui détecte l'absence d'oscillation et que l'absence d'oscillation est provoquée par le fait que une masse métallique change le couplage entre les bobines. Bien, voilà pour la vidéo de ce soir. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est vrai, hein, je l'ai un petit peu fait vite fait sur le gaz comme ça parce que j'ai vraiment pas trop de temps. Hein, et j'aurais surtout terminé ma CNC laser là pour vous montrer ça. Mais enfin bon. Chaque chose en son temps, après tout, on n'est pas non plus aux pièces. Hein. Et Maurice, alors justement, alors c'est pour samedi prochain le truc, tu me dis, mais non, pas samedi prochain, c'est celui d'après. Celui d'après. Eh oui, oui, oui. Mais oui, tu pourras parler à tout le monde, Maurice, on sait que c'est toi la star. Oh là là, quel cabot ce Maurice. Donc je mettrai en lien dans la vidéo Je mettrai... Ah. Coucou. Bon allez voilà, tiens, je vous le coupe pas celui-là, vous voyez que c'est hein, le montage, on en enlève des conneries. Donc là voilà, c'est le petit bêtisier d'aujourd'hui. Enfin, toujours est-il que je mettrai en lien dans la vidéo le lien sur l'engin ici, là, si je voulais acheter ce petit kit. Hein, alors c'est pas tellement pour l'utiliser, mais c'est vrai que dans un but, on va dire, d'apprentissage, ça peut être quelque chose d'intéressant. Que le grand vibratos, dieu des oscillateurs, vous baigne donc positif, et à très bientôt sur ma chaîne. Ça rime pas, ça? Bah, ouais, bah tant pis. Hein. Poilo.